Dans ce nouvel épisode de Confidence de thérapeute, j'ai l'immense honneur de vous emmener à la découverte d'une thérapeute d'exception qui s'appelle Cathy Collier. J'ai été la rencontrer dans son cabinet en Belgique et on commence tout de suite par la première question que je pose à tous mes invités, à savoir quelles sont les raisons qui l'ont conduite vers un métier de thérapeute. D'abord, moi, j'aurais envie de faire d'abord un bond en avant même le métier de thérapeute, c'est des études de psychologie. Parce qu'en fait, il se fait que je ne suis pas du tout issue d'une famille où on fait des études. Au contraire, je suis issue d'une famille modeste et où donc l'idée, c'est qu'on va travailler. Alors pour moi, c'était du coup pas du tout évident d'insister pour pouvoir faire des études. Mais il se fait que j'avais eu la chance d'avoir un frère aîné qui avait dû faire le même chemin, puisqu'il voulait aussi faire des études, ce qu'il a pu faire. Et donc, j'ai eu cette porte d'entrée qui m'a été offerte, quoique, en plus d'être issue d'une famille modeste où, en principe, les enfants vont travailler, on était encore dans une représentation qui était qu'à la limite, les garçons aillent à l'université, fassent des études, mais les filles, pas. Et donc, j'ai vraiment dû insister très fort, j'ai dû me battre en disant mais il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas, puisque mon frère a pu le faire, j'irai. Donc, il y a déjà eu une bataille, j'ai dû énormément insister, m'opposer pour pouvoir y aller. Et c'était vraiment important pour moi, déjà, dans cette sensibilité, mais c'est quoi cette différence entre les garçons et les filles ? Et en même temps, c'était pas si évident que ça pour moi de me dire mais est-ce que je peux vraiment aller à l'université ? C'est pas mon milieu. Est-ce que j'en ai les capacités ? Évidemment, hein. Un peu quand même une crainte de me dire mais est-ce que c'est vraiment pour moi ? Mais voilà, j'ai très très fortement insisté. Je me suis opposée fermement à un examen que mon père voulait me faire faire. Mon père travaillait au chemin de fer et donc voulait que j'aille travailler au chemin de fer et avait imposé que mon frère et moi fassions l'examen. Au minimum de faire ça avant d'aller à l'université. Et mon frère avait fait cet examen qu'il avait réussi brillamment. Et moi, je dis, mais je ne le passerai pas. D'office, je n'irai pas faire cet examen. J'irai directement faire des études. Voilà, ça c'était déjà le premier pas, aller à l'université. Et puis c'est vrai que la question, pourquoi faire des études de psychologie ? Eh bien au début, je me suis vraiment demandé, mais pourquoi c'était pas vraiment un choix à 18 ans. Je me dis, voilà, je vais faire la psychologie. Hein. Ça me semblait pas si évident que ça. Parce que je me destinais plutôt à faire des études du côté de l'enseignement. J'étais très attirée déjà à l'époque, quelque part, par la question du lien, la relation aux enfants, la relation aux jeunes, mais plutôt du côté de la transmission en tant que prof. Sans doute aussi, je pense, voilà, dans quelque chose qui me guidait vers ce choix d'études, qui était le choix d'études de mon frère aîné. Donc mon frère avait 5 ans de plus que moi. Donc je me lance dans cette idée. Et puis, alors, je ne peux plus dire qui, mais cette parole a été très importante pour moi. Quelqu'un m'a dit, mais tu n'as quand même pas l'impression que tu te mets tout à fait sur le chemin de ton frère. Pourquoi faire de cette façon ? Pourquoi faire pareil ? Pourquoi pas te différencier un petit peu plus ? Et ce mot, me différencier un peu plus, a vraiment résonné et résonne toujours en moi dans ma pratique de thérapeute. C'est vraiment pour moi un axe, la question de la différenciation. Et je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de faire les germaniques ? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Alors, voilà. Dans la question, parce que je parlais de ma famille il y a quelques instants, c'est vrai qu'on ne fait pas d'études, on va travailler. Et la question de la différenciation, c'est pas si simple. C'est un peu se différencier de ma famille, c'est un peu associé à abandonner l'autre, à être donc dans un milieu où quand même il est question de ne pas aller trop loin dans la différenciation. Mais cette parole me parle. Et puis, un autre point d'appui, un prof, je me souviens très bien, donc c'était en secondaire, en fin de secondaire, qui me dit, c'était un prof de sciences sociales, qui me dit, mais Cathy, vraiment, moi je pense que tu dois faire la psychologie. Et à ce moment-là, c'est comme si ça s'impose. Bah oui, évidemment, la psychologie. Et il me dit, en quelques mots, pourquoi ? Voilà, on sent que tu as vraiment une belle sensibilité à l'autre. On sent que tu es empreinte de toute une série de questions autour de l'injustice, autour de
d'un rapport à l'humain, en tous les cas, qui te mettrait bien sur cette voie-là. Et là, ça s'est imposé. Je me suis dit, enfin oui, qu'est-ce que je vais aller faire en germanique? Je vais aller faire la psycho. Voilà. Magnifique. Ça, Ok. c'était pour la psychologie. Ok, ça c'est pour comment tu es entré à l'université, à la fac Ouais. de psychologie. Et Mhm. tu y es entré avec l'idée de devenir psychologue Ouais. ou... Alors, assez clairement, quand j'ai commencé la psychologie, je me suis dit, je ferai la thérapie. Je n'étais pas intéressée par d'autres approches, psychologie industrielle ou des choses comme ça. C'est vrai que j'étais toujours un peu attirée par la pédagogie, mais quand même assez vite, je me suis intéressée à la clinique, en fait. Il y a eu des personnes comme ça, tu viens de citer ce prof-là qui était à Ouais, l'initiative ouais. de ton entrée en fac de psycho, Hein, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui ont pu vraiment être significatives, des gens ouais. qui ont marqué ton parcours? Ouais, ouais, vraiment, clairement, et plusieurs personnes. Parce que je pense que certains thérapeutes ont vraiment un maître à penser comme ça. Moi, en fait, j'ai vraiment circulé pas mal, mais la première personne très clairement qui m'a inspirée, qui m'a imprégnée de la pensée systémique, c'est Annick Segers, qui est donc une thérapeute belge, bruxelloise, qui était d'ailleurs professeure à l'ULB, qui était notre superviseuse de stage. Et donc, qui m'a beaucoup inspirée parce qu'en fait, je suis assez vite, en sortant de l'université, j'ai fait une sensibilisation dans une formation qu'elle organisait avec toute une série de collègues. Et donc, clairement, Annick Segers et une de ses collègues en particulier, qui était une jeune formatrice à l'époque, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, qui s'appelait Marie Houillou. Vraiment deux femmes qui m'ont beaucoup inspirée par la pertinence de leurs pensées, la capacité comme ça d'avoir une vision complexifiée et la grande humanité de leur approche, quoi. Des personnes, je dirais, de belles personnes très attentives, très soucieuses de l'autre. Donc là, ce sont vraiment pour moi les deux premières personnes qui m'ont beaucoup impressionnée, qui m'ont guidée vers ce chemin de continuer de poursuivre l'approche systémique. Et puis j'ai circulé. Hein. Est-ce que tu as gardé quelque chose d'elle ou si tu devais dire qu'est-ce que tu prends de chacune d'entre elles et comment elles t'ont marqué? Vraiment la capacité d'élargir la pensée, de sortir de cette pensée quand même très linéaire qui nous imprégnait fort dans notre formation et peut-être aussi d'interroger très fort cette fameuse question de la neutralité dans laquelle quand même l'enseignement nous amenait très fort. L'importance que le thérapeute reste neutre. Voilà, et la rigueur parce qu'à la fois, elle nous amenait déjà à sortir toutes les deux de ce sentier-là de la neutralité, de sentir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait exploiter ce qui pouvait résonner en nous, ce à quoi on était sensible, nos cordes vibrantes, et en même temps une grande rigueur dans la mise en place d'un cadre. Et cette rigueur, alors je l'ai vraiment retrouvée très fort parce qu'en fait, après avoir fait cette sensibilisation, je n'ai pas poursuivi la formation chez elle pour des questions très personnelles, qui est que mon mari allait devenir formateur dans cette école qu'ils allaient fonder, qui est la Forestière. Et donc ça nous a semblé, par rapport à la question de la différenciation, important de ne pas toujours être sur les mêmes cases, de ne pas être sur les mêmes chemins. Et donc je suis partie me former chez Edith Golbeter et Moni El-Kaïm. Donc là, voilà, aussi une école qui venait nous amener très très fort à travailler la question des résonances, évidemment, hein, avec Moni, et le grand humanisme de Moni, qui pouvait impressionner, qui pouvait apparaître un peu parfois, peut-être, hein, on disait, comme le showman, mais qui, moi je me souviens d'une anecdote, d'une séance en formation où je suis amenée à moi présenter une situation. Et ben Moni, il y va quand il travaille hein, avec quelqu'un en supervision, c'est très formateur, mais il y va, quoi. Okay. Et soudain, il y a des manifestations dans le groupe de formation. Je me souviens en particulier d'un de mes collègues très fâché, comme ça, qui interpelle Moni en disant « Mais non, je trouve que tu exagères, tu y vas beaucoup trop fort là avec Cathy, c'est beaucoup trop dur. » Et en fait, dans la relation avec Moni, bien sûr, c'était secouant, c'était mobilisant, mais c'était d'un respect et vraiment
d'une humanité, d'une attention à l'autre, d'un soin à l'autre. Et donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup appris avec Moni et Edith Goldbetter, mais vraiment la pertinence, comme ça, la rapidité d'intervention, comment s'emparer de ce avec quoi on peut être en contact très vite et qui devient vraiment un outil de travail très, très intéressant. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appris avec eux. Et puis j'ai poursuivi encore vers d'autres voies, puisque ça, c'est un peu ce qu'on appelle à Bruxelles la voie un peu plus de l'ULB. Et je suis partie plutôt me former chez Edith Tillmans et Carmen Vietes, donc qui faisaient une post-formation pour donc les personnes qui avaient déjà un cycle de formation de base. Vraiment, là, j'ai appris, je crois que là, je suis vraiment entrée de plein pied dans mon métier de psychothérapeute, avec deux formatrices très différentes, d'une complémentarité impressionnante, dans la créativité et donc vraiment dans le travail sur quelque chose que j'aime beaucoup, qui est l'utilisation des métaphores, tout ce qui peut être le langage non verbal et cette idée absolue qui m'imprègne beaucoup aussi dans la façon que j'ai de former des personnes à la thérapie familiale, c'est l'importance à accorder à la création de l'espace thérapeutique et cette attention très grande à très très vite, mais dès les premiers instants, être dans une attention à la co-construction. Et comment ça s'est manifesté? Ou est-ce que tu te souviens d'une anecdote où tu t'es dit: «Ah oui, vraiment, ce qu'elles font là, c'est différent» ou qu'est-ce qui t'a marqué, quoi, justement, dans ces premiers instants? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette idée d'emblée d'interroger effectivement les personnes sur ce qu'elles pouvaient attendre, ce qui était, d'ailleurs c'est la métaphore qu'elles utilisent et que j'utilise aussi beaucoup, qui est la métaphore des freins, des accélérateurs. En prenant l'idée que en fait, quand on entre en thérapie, c'est un peu comme quand on conduit une voiture. L'idée, c'est que c'est quand même intéressant qu'il y ait des accélérateurs. Qu'est-ce qui nous pousse à entreprendre cette démarche? Mais quels sont aussi les freins, les bons freins? Et comment répartir dans la famille ces fameux freins qui ne sont pas des résistances, hein. On est quand même beaucoup aussi dans la formation de base en psychologie. Les résistances avaient une connotation très négative, hein. Les patients est opposant, sont des résistances, mais on ne voyait pas la nécessité, la bonne solution de en quoi ces freins étaient une bonne solution, étaient la meilleure solution trouvée jusqu'à présent par les personnes qui nous consultaient. Et donc cette idée de pouvoir nommer à la fois les attentes et les freins, mais surtout de pouvoir distribuer dans la famille, par rapport aux freins énoncés par l'un des membres de la famille, qui va être l'aide, le gardien par rapport à ce qu'elles appellent le gardien de cette crainte et qui va pouvoir annoncer ou énoncer au thérapeute. Et comment va-t-il énoncer au thérapeute que là, il y a quelque chose qui est inconfortable, que là, il y a un frein, il y a quelque chose qui est difficile dans ce qui est vécu, de manière à ce que le thérapeute soit effectivement dans un rapport très vite de partenariat avec la famille et pas dans une position où il guide seul, où il est le seul au volant, on pourrait dire, et donc de facto trop vite dans une position de savoir. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très très important et que tous mes formateurs, je trouve, m'ont vraiment beaucoup beaucoup appris. C'est comment éviter de s'asseoir sur la position du savoir en tant que thérapeute, à laquelle on peut être invité évidemment par les patients qui sont inquiets et qui ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui les rassure, mais d'être beaucoup plus dans une position de curiosité et d'expérience de l'autre. Et donc vraiment, c'est un travail d'équipe dès le départ. Et donc ça, je trouve que de pouvoir mettre en place cela directement et d'annoncer la couleur aux personnes, aux patients avec lesquels je travaille, que moi je travaille vraiment avec ça. Donc ils sont partenaires dès le début. Et donc cette idée de la métaphore des accélérateurs et des freins et de la distribution des ressources par rapport aux freins dans la famille, pour moi ça a été très très parlant, quoi. Dans la même idée que très vite, tout n'est pas bon à dire. Hein, cette idée quand même qu'on rencontre, surtout quand on travaille avec des enfants, je trouve qu'il n'est pas rare que les parents qui accompagnent l'enfant, l'adolescent, vont dire: «Mais allez, tu dois tout dire à madame», hein. Et surtout pas, tout n'est pas bon à dire. Donc cette idée, je trouve que c'était vraiment, et ça j'ai vraiment beaucoup appris avec Edith Tillmans et Carmen Vietes.
vraiment. Et puis j'ai continué mon parcours, voilà, je me suis beaucoup, intéressée, aussi au travail avec, la fratrie, que proposait, Robert Neuburger. Et donc j'avais fait une très, très belle, sensibilisation, chez lui, au travail avec la fratrie. Parce que j'ai quand même travaillé beaucoup, beaucoup dans ma pratique, surtout quand je travaillais en hôpital psychiatrique avec des adolescents, avec la fratrie. Donc là, Robert m'a beaucoup, voilà, inspirée, toutes ces notions évidemment, aussi autour de l'importance de l'appartenance, cette différence entre relation et appartenance et la ressource de la fratrie. Pour moi, ça a vraiment été fondateur dans ma rencontre, avec Robert Neuburger. Et puis, j'étais beaucoup, beaucoup inspirée aussi par, Maurizio Andolfi, où je suis allée, quelques fois. Je l'ai rencontré une première fois en France. C'était la première fois qu'ils organisaient, un séminaire sur le travail, sur les handicaps du thérapeute, handicap et ressources. Heu, Vraiment, il organise toujours cette formation qui est très, très intéressante, au point que je suis après allée à Rome quelques fois. Je crois qu'en tout, j'ai fait à mon avis, 4 ou 5 passages. J'ai découvert avec, Maurizio Andolfi, une vraiment une capacité comme ça, qu'il nous transmet d'insistance, la capacité d'insister, heu, quand une famille, refuse que l'un des membres vienne ou énonce que c'est compliqué parce que, hein, situation classique, le père ou la mère, souvent c'est présenté comme étant le père est trop occupé, ne pourra pas venir en consultation, de ne pas lâcher. De vraiment ne pas lâcher, oser. Enfin, pour moi, vraiment, les mots comme ça qui me viennent quand je pense à ces séminaires, c'est insister, oser. Et alors aussi quelque chose de remarquable, c'est d'oser la proximité aussi physique, de partager quelque chose de soi, mais aussi d'être dans un contact beaucoup plus proximal physiquement, de pas hésiter à se rapprocher. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup confirmée aujourd'hui dans quelque chose que je fais avec plus d'aisance, sans doute parce que voilà, l'expérience faisant, j'ai pris davantage confiance aussi en moi par rapport à ces questions-là. Je m J'ai déconstruit, certaines croyances, voilà, qu'on avait, reçues. C'est, l'importance de l'utilisation de soi, mais aussi parfois aussi du dévoilement de soi. Parce que je trouve que, voilà, Maurizio Andolfi, n'hésite pas à un certain moment à partager quelque chose, non seulement de son ressenti et de voir comment il peut l'exploiter, en termes de résonance comme, je l'avais, acquis chez Monier El-Kaïm, mais même, parfois de voilà, de pouvoir énoncer des expériences de vie, où on est davantage dans le dévoilement de soi. Voilà, ça c'est un peu mon parcours et puis évidemment, enfin je dis évidemment parce que ça c'est quand même une rencontre, quand on a l'occasion de faire cette rencontre, d'avoir le bonheur, la chance de pouvoir travailler avec Sigi Hirsch aussi, puisque j'ai eu l'occasion, d'aller en supervision en petit groupe, quelques années chez Sigi. Donc voilà, je suis assez contente en fait de ce parcours avec des multiples facettes, avec des formateurs, tellement différents et tellement complémentaires. Est-ce que tu as des anecdotes qui te viendraient en tête, justement par rapport à cette question de une réussite dont tu peux être raisonnablement fier, quoi, et un échec qui a pu être formateur pour toi? Alors je pense d'abord à, un échec, au niveau professionnel, dans une posture que j'ai pu prendre dans une institution. D'abord, je pense surtout à ça. Et qui alors j'ai envie de dire à la fois c'est comique parce que quand je dis échec, à la fois est-ce que c'est un échec et en même temps une réussite? C'était une institution où je travaillais, c'était un tout premier boulot, où j'étais engagée comme, psychologue dans une, structure pour enfants handicapés et où je pense que j'ai commis l'erreur d'être, dans une volonté, sans être suffisamment prudente, de faire des entretiens de famille. De ne pas prendre, suffisamment là justement, contact avec, ce que pouvait représenter dans cette institution l'approche, familiale. Dans une structure, je pense qu'effectivement le pouvoir, médical était, très, très, très présent et donc c'était la parole du médecin qui comptait
Et eau forte de mes idéaux de collaboration avec la famille, de vraiment partir de l'expérience de la famille, je me suis quand même quelque peu attiré les foudres, on va dire, on peut le dire comme ça, au point que quand même j'ai été remerciée dans ce travail. Ah oui, donc voilà. Mais est-ce qu'en même temps, donc je pense que c'était une erreur parce que je n'ai pas pris la mesure, je n'ai pas été suffisamment prudente à tenir compte, j'ai envie de dire, du contexte et de l'institution, et de peut-être travailler suffisamment mes relations avec mes collègues. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'était un échec avec le recul? Parce que je suis par ailleurs fière de ma capacité d'insistance, parce que je trouvais vraiment qu'il y avait une place à donner aux familles dans cet espace et qu'on ne leur donnait pas cette place malheureusement. Et donc au final, je me suis dit, bah voilà, c'était très bien que je sois virée et que j'aille utiliser ce qui était important pour moi dans mes valeurs ailleurs. Ça, c'est au niveau institutionnel, je dirais, une erreur. Alors, au niveau d'erreurs ou de difficultés dans des familles, je pense à des situations où un peu trop vite, et il n'y en a pas une en particulier, mais quelques situations en particulier où je pouvais être prise dans des phénomènes d'alliance peut-être trop rapides avec les enfants, avec la souffrance de l'enfant ou la souffrance de l'adolescent, et de ne pas suffisamment être attentive aux parents, et en particulier aux parents qui étaient dans des grosses situations de souffrance psychique, qui a quand même été un sujet qui m'a beaucoup animée, enfin pas que moi seule, mais avec des collègues, qui m'a amenée à me pencher très précisément sur cette question de comment grandir avec des parents en souffrance psychique. Et je pense que c'est sans doute toutes ces erreurs de vouloir aller trop vite heu, par rapport au fait que j'avais le sentiment avec les enfants, j'ai une fois utilisé ce titre dans une conférence: «N'ont pas le temps d'attendre», Ouais. dans cette idée de reconnaître la souffrance des enfants, mais peut-être à un certain moment du coup de manquer de patience ou d'attention suffisante, en tout cas à l'égard des parents. Et puis aussi dans les situations que je rencontrais dans un hôpital psychiatrique où je travaillais dans une unité pour adolescents et où les parents m'ont beaucoup, beaucoup appris à pouvoir entendre leurs expériences qui pouvaient être très, très, très différentes au niveau culturel de celles voilà, qu'on peut vivre dans nos contrées européennes. Là, j'irais plutôt du côté quand même de la réussite. Parce que très, très tôt, je travaillais dans une institution où, voilà, certains collègues, en tous les cas, ou certaines personnes, pouvaient être en difficulté avec certaines croyances de certaines familles d'origine étrangère, avec les questions de sorcellerie, les questions oui, d'envoûtement, ou de choses comme ça. Et moi, je trouvais ça passionnant, ces questions voilà, d'intérêt, en tous les cas, à ce que ces personnes puissent raconter c'était quoi leur expérience. Comment est-ce que ces parents pouvaient comprendre les épisodes très, très délirants de leurs adolescents qui les amenaient à être hospitalisés. Et où je me souviens d'un monsieur qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée, un papa d'un jeune adolescent d'origine africaine, et qui m'a dit: «Je voudrais vraiment pouvoir vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, de ce que je ressens, de la souffrance de mon fils. Mais je pense que je ne vais pas pouvoir le faire, parce que ça va tellement expliquer le problème alors de mon fils». Heu, j'ai fait trop d'expériences de désignation, avec un père comme ça, avec un père qui pense ce genre de choses-là, on comprend que le fils se retrouve hospitalisé. Et en fait, assez naturellement, j'ai pas, voilà, dû me forcer, ça m'est venu comme ça parce que je suis intéressée par les histoires. J'aime les histoires des personnes, j'aime les histoires que je connais pas. J'aime apprendre, voilà, de cultures que je ne connais pas, et j'ai dit: «Écoutez,
Voilà, je sens que c'est difficile. Si à tout moment, vous avez le sentiment que, il y a quelque chose qui n'est pas respectueux dans mes questions, dans la façon dont je vous écoute ou dont je ne vous écoute pas, j'ai vraiment besoin que vous me guidiez et que vous me disiez que là, vous n'êtes pas confortable. J'ai été très, très étonnée. Il a commencé à me raconter toute une histoire que je ne connaissais pas bien, ce qu'ils avaient tenté par rapport à leur fils, en termes de techniques de désenvoûtement, des choses comme ça. Et cet homme, est parti, de cet entretien et là, j'ai vraiment été très, très touchée par, cette poignée de main et justement cette accolade, hein, on parlait de contact, qu'on s'est autorisé à se donner l'un à l'autre et ce merci à la fois partagé, à lui pour lui, destiné à moi, vous m'avez écouté dans le respect et pour moi, bah, voilà, de m'avoir, fait cette confiance, et de m'avoir appris, toutes ces questions-là. Et donc ça, pour moi, c'était un moment très, très important par rapport à la souffrance, liée à la désignation, qui est, voilà, malheureusement parfois très, très fréquente aussi dans la façon dont on peut travailler en tant que thérapeute sans s'en rendre compte, hein, en faisant parfois des réunions d'équipe, avec des comme je disais parfois à l'hôpital, des génogrammes. On peut retrouver bien sûr sur plusieurs générations de grandes souffrances, psychiques ou psychiatriques et qui malheureusement parfois donnent une conclusion du style: «Ah bah oui, on comprend pourquoi, ce jeune, se retrouve, hospitalisé soit avec des parents qui croient à des choses aussi folles, que les envoûtements ou avec autant, de membres de la famille, qui souffrent, ou qui ont été diagnostiqués, avec un diagnostic, psychiatrique». Et de se dire: «Ça explique tellement bien». Ça, je pense que là, c'est quelque chose qui me titille toujours très fort aussi, cette question de prenons garde au risque de désignation. C'est quoi pour toi l'essence de la thérapie? Qu'est-ce qui fait que tu peux te dire: «OK, là, on est vraiment dans le cœur de la thérapie»? Moi, je crois vraiment que ce qui est fondamental, pour rentrer dans un processus, thérapeutique, c'est je vais utiliser différents mots, parce que pour moi, c'est vraiment, la question de l'engagement du thérapeute, donc l'idée du partage. On est vraiment dans quelque chose d'un partage d'expérience, mais voilà, pour qu'il y ait rencontre thérapeutique, je pense vraiment qu'il faut, à mes yeux, un engagement du thérapeute qui est bien au-delà de l'écoute, qui est vraiment du côté du partage. Donc qui, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, ne nous assigne pas sur, la chaise, certainement pas du savoir. Ça, c'est vraiment, voilà, fondamental. Oser, je pense que ça, c'est un autre élément important pour moi. Oser, y aller quoi, oser, insister, respecter évidemment et être à la fois dans cet équilibre qui n'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais hein, comme un peu l'image d'un funambule qui, pour moi, qui cherche à alors souvent je dis: «Ne ni être dans la banalisation, ni dans la dramatisation». De trouver cette capacité et ça, ce sont les enfants, qui ont grandi avec des parents souffrant psychiques qui m'ont beaucoup, appris, qui m'ont amené à formuler les choses comme ça. De dire comment est-ce que, il est important, heu, de voir ces enfants, de leur donner de la place, que souvent ces enfants sont décrits comme étant des enfants invisibles, des enfants auxquels on n'a pas vraiment, prêté suffisamment attention, par peur souvent de voilà, de leur faire plus de mal qu'autre chose, de les protéger. On n'ose pas s'adresser à eux, on n'ose pas engager une conversation avec eux sur ce qu'ils vivent au quotidien et dont ils sont quand même, les premiers témoins. Et donc comment, ne pas être dans la banalisation pour reconnaître leur vécu et ne pas non plus être dans la dramatisation, c'est-à-dire, d'avoir cette capacité aussi toujours, de chercher, suffisamment, les ressources, qui ont pu, voilà, qu'ils ont en eux, qu'ils ont autour d'eux, cultiver ces ressources. Donc pour moi, ça, ce sont vraiment des mots, l'engagement, oser, heu, insister, créer un espace de partage, sont vraiment des notions et puis, la créativité. Je pense que vraiment l'idée de pouvoir aussi, quand, tu parlais d'externaliser, je pense que pouvoir travailler aussi avec des supports, qui peuvent aider, qui sont des langages plus métaphoriques,
Ça, je pense que la créativité, et puis partir de la créativité des patients. Parfois, même souvent, on n'a rien à proposer. Ils proposent, il faut juste qu'on entende qu'ils proposent et comment est-ce qu'on va amplifier quelque chose qu'ils amènent pour les accompagner dans vraiment cultiver ces ressources. Oui, je dirais ça. Moi, je dirais que, enfin, je pense souvent à l'image. On peut voir différents types de thérapeutes. On a parfois les thérapeutes, et je pense que parfois on passe dans les trois positions. Mais les thérapeutes qui sont dans le dos et qui poussent, les thérapeutes qui sont devant et qui tirent, et puis les thérapeutes qui sont à côté et qui marchent à côté de leurs patients. Bon, on aura compris. Moi, ma position, c'est plutôt de marcher. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'en parlant de marcher, c'est pas juste métaphorique parce que j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises ces derniers temps, surtout autour du Covid d'ailleurs, d'accompagner des patients, pas dans le bureau, mais en marchant à l'extérieur, en allant proposer une balade et une conversation à l'extérieur. Et je trouve ça tout à fait intéressant, le fait d'être à côté de l'autre, de marcher ensemble, le mouvement de la marche aussi dans un contexte qui est un contexte qui n'est pas un bureau fermé, mais un espace ouvert, peut amener. Voilà, je dirais ça. 3 conseils que tu donnerais aux jeunes générations de thérapeutes, ça prendrait quelle forme dans ton esprit? De s'engager, de ne pas avoir de réserve à s'utiliser au dévoilement de soi. Je conseillerais par exemple d'ailleurs par rapport à ça les lectures aussi de Irving Yalom, qui est un romancier que j'aime beaucoup, dont en particulier le bouquin Le Jardin d'Épicure, où il transmet justement la nécessité ou l'intérêt en tous les cas de ce dévoilement de soi. La capacité d'insistance et j'ai envie de dire aussi de s'amuser, de cultiver aussi la joie, le plaisir, l'humour, le jeu, d'oser jouer. Voilà, je pense que vraiment oser jouer, oser y aller, oser aller à la rencontre de l'autre, ça veut dire oser aller à la rencontre de soi et aussi se mettre en contact avec ce qu'on perçoit, ce avec quoi on est à l'aise, pas à l'aise, oser partager des choses de soi, sans qu'on ait l'impression qu'il y a un grand œil qui nous surveille en disant c'est pas bien, ça c'est pas ça, être thérapeute. Moi j'ai envie de dire vraiment, voilà, être soi, toujours dans le souci du patient évidemment. L'idée n'est pas de parler de soi, on est bien d'accord, pour parler de soi, mais toujours dans ce souci du patient. Et pour moi, un élément fondamental qui paraît très banal, mais qui est tellement important et tellement aidant par rapport aux souffrances, c'est d'être toujours attentif à la question de la reconnaissance. Qu'est-ce que je mets en place pour poser cet acte fondamental qui pour moi est le premier élément de la résilience, comme dirait Boris Cyrulnik, c'est vraiment d'abord reconnaître. Pour moi, ça c'est vraiment qu'est-ce que je mets en place pour vraiment être dans la reconnaissance vraie et la création d'un espace de partage et la créativité. En fait, je dirais ça. En fait. Donc, je dirais, en fait, ces trois piliers-là, ça me parle bien. De la reconnaissance, la création d'un espace de partage où on ose, où on s'engage, où on est partenaire de la rencontre, et la créativité, cultiver la capacité à jouer. Et toi, tu viens de citer Irving Yalom, que j'adore également. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou peut-être même des ouvrages en particulier qui ont pu te marquer et que tu pourrais conseiller d'aller découvrir les yeux fermés, quoi? Qui sont des auteurs romanciers ou Oui, ça peut être soit des romanciers, soit des auteurs plus spécifiques par rapport à la psycho ou à l'approche systémique, Oui, oui. mais Alors, très clairement, au niveau de moi, mes auteurs de base, Robert Neuburger, voilà, clairement. Je pense que Robert Neuburger, en plus, a une capacité de transmission, d'écriture très fluide, comme ça, qui peut nous parler à tous et aussi à nos patients. Parce que moi, j'ai pas mal de patients de couples qui lisent ces ouvrages et qui deviennent des supports à la rencontre avec moi en thérapie.
Maurizio Andolfi, ça clairement. L'article de base dont je parlais tout à l'heure de Edith Tillmans, cet article remarquable qui est donc la création de l'espace thérapeutique lors de l'analyse de la demande. J'aime beaucoup aussi les ouvrages de Guy Osloos. J'ai oublié de nommer quelqu'un qui a été aussi très fondateur pour moi dans ma formation, c'est Jacques Plumakers, pour tout le travail au niveau de l'institution. Ça, c'est vraiment pour moi aussi un auteur fondateur. Et j'aime aussi beaucoup les écrits de Philippe Caillé. Je pense que assez clairement. Et au niveau des romans, oui, Irving Yalom, je pense que pour moi, c'est une valeur sûre. Pour terminer, je ne sais pas si tu as vu ce film, c'est un film des années 80 qui s'appelle Retour vers le futur, dans lequel tu as les protagonistes qui... Dans une voiture, là, qui oui, rattrapent avec une un vieille savant. DeLorean, qui a la capacité d'aller dans le futur, retourner dans le passé. Imagine que tu avais à ta disposition la DeLorean de Retour vers le futur, c'est-à-dire que tu puisses voyager dans le temps, retourner aussi loin dans le passé que tu souhaites, aller aussi loin dans l'avenir. Est-ce que tu aurais envie d'utiliser cette machine, et si oui, pourquoi en faire ? Si j'avais l'occasion de retourner, je ne suis pas sûre que je retournerais dans le passé. J'aurais envie d'aller dans le futur parce que je suis très, très curieuse de voir un peu quelle va être l'évolution du monde en général, mais l'évolution de l'approche de la thérapie. Vers quoi est-ce qu'on va soutenir et qu'est-ce qui va aider à soutenir l'approche humaniste. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai très très peur à certains moments de certaines valeurs avec lesquelles j'ai vraiment difficile, qui sont la rapidité, la performance, l'évaluation. Je suis certainement très préoccupée par ces questions de tout de suite, très vite. Pas de place au doute, parce que j'ai oublié de parler de ça. Pour moi, un des conseils aussi que j'aurais envie de transmettre, un dernier peut-être, c'est douter. Surtout, n'hésitez pas à douter. Et je trouve que le doute n'a pas bonne presse dans notre société. Elle est vécue comme une fragilité. Je suis aussi très très inquiète des tendances quand même très peu accueillantes de la diversité. Je pense qu'on est quand même dans un monde qui se replie, où la culture de la peur est très très importante, et où donc la différence n'est pas suffisamment valorisée. Et donc ça me rassurerait, enfin j'espère que je pourrais être rassurée de me dire que quand même, mais je crois que je suis une nature quand même plutôt optimiste, et je crois qu'il y a pas mal de personnes qui s'engagent aujourd'hui dans ces questions-là et dont le travail va certainement porter pour qu'on reste dans une approche de la thérapie et de manière plus large dans une société de la diversité, de la curiosité, de l'intérêt pour l'autre, dans son respect. Voilà, j'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi en la compagnie de Cathy. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser toutes vos questions à Cathy dans les commentaires. En ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver pour un prochain épisode, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.